Bienvenue à cette session et à cette présentation par Hans-Christoph Steiner qui va nous parler de Wind, un service hors ligne pour les gens. Donc c'est une présentation reliée au réseau et souhaitez-lui la bienvenue. Merci. Alors, je vais vous parler de notre projet Wind. Donc, c'est un travail sur les 7 dernières années à peu près pour intégrer de la connectivité hors ligne, donc du réseau proche dans Internet et en faire quelque chose que vous pouvez utiliser de manière transparente. Et je vais vous montrer quelques morceaux choisis au hasard ou pas tant au hasard que ça. Donc je vais vous parler en grande partie du travail que j'ai fait et qu'on a fait et puis aussi des exemples qui ont déjà été montrés un peu partout. Et j'espère pouvoir inspirer chacun d'entre vous qui travaille sur du logiciel ou même du hardware. Pour qu'ils puissent penser au réseau proche et à tout ce qui est offline, hors ligne. Donc ce travail fait partie du Guardian Project, donc du projet Guardian. C'est un projet libre qui est tourné vers la vie privée dans tout ce qui est communication mobile. Donc ça veut dire que quand on fait du développement logiciel, on part de l'idée qu'on veut faire des applications où la vie privée est le plus important. On ne veut pas compromettre les données personnelles des utilisateurs. Donc ça implique aussi qu'on n'est pas riche et célèbre parce qu'on a plutôt postulé pour des bourses qu'obtenu la célébrité. Donc une idée centrale, c'est que le logiciel soit vraiment utilisable et que le fait que ce soit utilisable, ça ne soit pas en conflit avec la vie privée. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc pour nous, c'est que le logiciel soit sûr et soucieux de la vie privée. Et si on conçoit les choses telles que l'utilisateur ait le choix entre le bouton sûr et le bouton dangereux, on peut être sûr que tous les utilisateurs vont pouvoir choisir le bon. Donc le processus est vraiment basé sur l'expérience utilisateur. Donc plutôt que de dire l'utilisateur n'a pas compris comment on voulait qu'il fasse, il faut qu'on lui explique mieux, il faut que le logiciel s'adapte aux besoins de l'utilisateur. Donc ça veut dire, ça implique aussi de parler beaucoup aux gens, beaucoup d'itérations, beaucoup d'essais et d'erreurs. Et donc le Guardian Project se soucie surtout sur les utilisateurs, donc les activistes, les journalistes et les défenseurs de droits. Et on est souvent appelé pour aider. On est souvent appelé pour fournir des services pour les entrepreneurs et donc pour les journalistes aussi. Et on a beaucoup de... Donc notre mission principale, c'est d'être vraiment soucieux de la vie privée, mais d'une façon accessible à tous. Et donc on a trouvé cette niche où on peut travailler en coopération avec beaucoup d'organisations qui vont nous donner des financements pour cibler certaines personnes, par exemple les défenseurs des droits de l'homme. Et on peut faire du logiciel libre donc, qui peut être réutilisé donc, sous forme de bibliothèque. Mais aussi par rapport
à la conception, donc où on peut fournir aussi des modèles de conception. Voilà quelques-uns des partenariats qu'on a. Donc il y a pas mal de ces organisations qui représentent en fait les usagers ciblés, on va dire. Donc on veut toujours essayer de travailler en coopération assez proche avec ces utilisateurs qui ont des grands soucis de vie privée. Et donc, on essaie toujours de trouver s'il n'y a pas déjà un projet de logiciel libre qui existe à l'extérieur qui fait déjà ce qu'on veut, et on essaie toujours de les rejoindre plutôt que de créer quelque chose de nous. Donc ça veut dire qu'on doit encore plus parler avec les autres, mais c'est aussi l'intérêt de venir à des événements comme ceci. Voici, chercher tous les endroits où on peut collaborer et pour tous ensemble faire quelque chose d'un peu mieux, fabriquer quelque chose de meilleur. Je devrais aussi vous dire que je porte plusieurs casquettes et je paye mon loyer avec les choses du Guardian Project officiellement, mais la façon dont on travaille, souvent on fait beaucoup de ce travail parce qu'on pense qu'il est utile. Je suis également un développeur Debian. Je fais partie de l'équipe centrale de F-Droid et aussi d'autres choses qui ne payent pas le loyer. Mais comme on a du financement ici, on peut aussi se concentrer sur des choses qui s'intègrent dans l'ensemble et qui sont aussi importantes à faire. Alors, les réseaux. Tout le monde, a priori, est familier avec Internet. Et Internet est maintenant sur nos téléphones, dans nos poches, tout le temps. Et de plus en plus, les gens oublient qu'il y avait beaucoup de réseaux avant, en fait, qui existaient. Et donc, je voulais en mettre certains en avant qui me paraissaient importants et mettre en avant qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de ces réseaux. Certaines de ces idées, les gens maintenant se disent c'est un dingue de construire des réseaux comme ça, c'est pas possible, c'est trop dur. Mais si on regarde dans le passé, on se rend compte que ça fonctionnait assez bien finalement. Qui ici a déjà entendu parler de FidoNet? Ok. Fido, c'est ma première expérience à un réseau en général. Qu'est-ce que c'est? Assez simplement, c'était à l'époque, quand la connexion à un réseau, c'était un modem et faire un appel téléphonique pour s'y connecter. Il y avait un truc qui s'appelait un BBS. C'était un endroit unique où tout le monde pouvait se connecter, tout le monde appelait le même endroit et on pouvait échanger des choses, des fichiers, discuter, etc. Et pas mal de gens se sont dit, mais si on veut échanger des choses de l'autre côté du pays, ça va coûter, d'un côté à l'autre du pays, ça va coûter très cher. Mais je peux faire un appel local, ça pourra être gratuit, ou en tout cas moins cher. Et ce BBS-là peut faire un autre appel local, et notre BBS peut encore faire un appel local, etc. Et en fait, on peut avoir un réseau global qui sera peu cher. Et c'est comme ça que FidoNet s'est répandu sur une grosse partie du monde. Il allait des États-Unis à la Bulgarie. Je crois qu'il allait un petit peu aussi en Amérique du Sud. Et il a été organisé par des gens qui voulaient juste pouvoir s'envoyer des messages, des emails et des choses comme ça. Un autre qui me tient beaucoup à cœur, c'est est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des applications de beaming sur les Palm Pilot? C'est de l'infrarouge, donc. Ça contient l'idée d'un réseau local, hors ligne qui est inscrite dans l'objet dès le début. Autant que je m'en souvienne, si on avait une appli, on pouvait envoyer une appli à quelqu'un d'autre. Si tu veux cette appli, je t'envoie l'appli. Les deux téléphones se connectaient, ils faisaient un petit bruit et on les envoyait. On pouvait aussi s'envoyer des contacts. Et ça marchait finalement assez bien. Et ça marchait juste avec des petits connecteurs infrarouges, les mêmes qu'il y a dans les télécommandes pour les télés. Et je pense que ça marchait parce que la technologie était là déjà. Mais de manière plus importante, c'est que c'était assez facile à utiliser, c'était assez agréable. Pour que ces interactions, on était déjà en train de discuter, donne-moi ta carte, et finalement, on sortait son Palm Pilot et on les pointait l'un à l'autre. Et finalement, on se connectait à un comportement humain qui existait déjà. Donc, c'était pas en train de dire aux gens de faire quelque chose de complètement nouveau et bizarre. C'était quelque chose qui existait déjà. Quelque chose qui reçoit beaucoup d'attention dans les médias en ce moment, c'est El Paquete Semanal, donc le paquet hebdomadaire à Cuba. C'est un
C'est un réseau assez incroyable de transporteurs qui déplacent des choses à Cuba, des données. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va dans un pays qui a un accès à Internet haut débit ou par une source, il le récupère à Cuba. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la majorité des gens à Cuba n'ont pas accès à Internet et l'accès qui existe est très très cher. Donc il y a des gens qui ont trouvé ce système, ils achètent un disque dur, ils le remplissent. Ils le remplissent avec des livres, des films, plein de choses, des applis, des jeux. Et ensuite, ils le ramènent à Cuba. Ils ont tout un réseau de gens, qui les gens se parlent, se rencontrent, échangent, et ils échangent les disques durs physiquement. Quelqu'un dit, ah, j'ai le nouveau paquet hebdomadaire, et on va au magasin de paquets hebdomadaires, on connaît quelqu'un qui récupère de quelqu'un d'autre, on va faire sa copie, et après ça, quelqu'un dit, ah, moi je veux des applis, donc on va aux gens qui ont les applis, on paye un peu d'argent, on copie les applis, etc., d'un disque dur à l'autre, et en fait, ça couvre Cuba assez bien. Et il n'y a pas de réseau sans fil, il n'y a pas de réseau avec des fils filaires, c'est juste des gens qui déplacent des disques durs et qui se parlent et qui se mettent d'accord. Et donc, ça a déjà été surnommé un sneakernet, donc un réseau en basket en français. C'est un peu la dernière possibilité qu'on peut en parler, mais il se trouve que le sneakernet, c'est encore la façon la plus rapide de déplacer les données. Alors, par exemple, c'est Amazon ont un service, si on a beaucoup de données et qu'on veut les déplacer à Amazon, eh ben, ils vous amènent un camion. Ils amènent un camion dans votre data center et on le remplit, on le charge, et c'est un exaoctet de données. Je sais pas, je connais pas tous les détails, mais par un exemple, ça aurait pris 26 ans pour le déplacer par Internet, et ça a pris que 6 mois avec ce service. Donc en fait, c'est vraiment juste un camion rempli de disques durs interconnectés. Ensuite, on a... En fait, je pense que l'idée des réseaux méchés est en train un peu de s'estomper. Il y a eu beaucoup d'activités là-dessus il y a une dizaine d'années. Les gens qui construisaient des réseaux faits maison, qui peuvent se connecter, qui peuvent comprendre comment diffuser de l'information en se transmettant et en faisant des routes automatiquement. Donc là, la carte qu'on voit, c'est le réseau Wi-Fi en Catalogne. On peut voir que là, il y a la Barcelone, là où est le curseur de la souris. Donc ça couvre une zone assez large. C'est à peu près 10 000 nœuds dans ce réseau-là. Et là, c'est fourni de manière... Ça fournit un réseau assez rapide dans une zone où les télécoms locaux ne sont pas très intéressés pour quelque raison que ce soit, et ne le font pas, et donc ne fournissent pas cet accès au débit local. Et il y a c'est construit et tenu à jour par beaucoup de bénévoles, et ça prend beaucoup de temps à ces gens et d'habilité, de compétences techniques. Mais ce qui se passe souvent dans ces cas-ci, des cas comme celui-ci, c'est qu'ils ont fait tout le travail difficile de prouver que les gens veulent cet accès à Internet et qu'ils sont prêts à payer pour, et sont prêts à donner de l'argent pour le faire fonctionner. Et puis les entreprises souvent arrivent et disent, ah bah voilà, regardez, il y a un marché qui nous attend. Et puis du coup, ces choses-là disparaissent après. Il y a quelque chose d'autre que j'ai appris finalement hier, j'en ai entendu parler hier. Il y a un télécom dans l'est de Nicaragua qui s'appelle CEISA, même genre d'idée, communauté, un effort communautaire parce que les télécoms locaux ne s'occupaient pas de l'est du Nicaragua. Ils l'ont mis en place, ils l'ont fait fonctionner, et les télécoms sont vus, ah tiens, les gens vont payer pour un service télécom là. Et là, ils sont venus, ils ont créé un énorme réseau, beaucoup de tours, et ils ont fait fermer CEISA, enfin ils ont coupé l'arbre sous le pied. Et enfin, l'Internet en lui-même a commencé comme un réseau hors ligne. C'était dans les années 1970, c'était l'Internet, voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans l'Internet à cette époque. Et ça a été construit nœud par nœud,
quand ils l'ont allumé, c'était vraiment 2 ou 3 ordinateurs qui se parlaient les uns avec les autres. Et puis petit à petit, ça a été construit jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et en plus, par-dessus tout ça, et c'était quelque chose, c'est un effort qui était financé par le département de la Défense américain, mais il y a beaucoup de choses qui sont apparues par-dessus. Il y a Usenet qui est apparu, par exemple, qui existe encore, qui est encore actif. C'est une idée assez fascinante de comment déplacer. Comment déplacer? Donc, c'est comme des forums finalement, organisés par sujet. Et quand ça a été créé, l'Internet n'était pas vraiment disponible, mais les gens disaient, bah, nous, on veut utiliser ce médium numérique. On n'a pas accès à Internet, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc un peu comme le FidoNet finalement, c'est des ordinateurs qui s'appellent les uns les autres, qui synchronisent les données. Et ce qu'on obtient finalement, c'est... Par exemple, une université a une copie complète de l'Usenet, et nous, on peut se connecter le plus proche et synchroniser en disant, ouais, je suis que intéressé par ce petit bout-là, et récupérer juste que nous, la partie qu'on veut. Et la synchronisation inclut nos réponses. Et du coup, l'université, après ça, elle synchronise ça, elle renvoie à toutes les autres personnes, et ça se redistribue, et ça fait le tour du monde de cette manière-là, de cette manière un peu asynchrone, de manière asynchrone et bout par bout dans toutes les directions. Et ensuite, quelque chose de plus récent, qui pour moi est vraiment quelque chose de très intelligent, un hack très intéressant. Donc c'est pour contourner l'Internet en Iran. Donc ça s'appelle Toucher. Donc l'Iran bloque souvent des parties d'Internet. La télévision satellite est assez populaire en Iran, mais tous les satellites sont contrôlés par les Émirats arabes unis et qui ne s'entendent pas bien avec l'Iran. Et donc les gens qui ont mis Touché en place ont reconnu ça. Et donc parce que les transferts satellites de vidéos sont juste des bits, et c'est un standard assez simple, c'est du format MPEG. Il y a personne qui va vérifier que les bits que vous envoyez sont une belle vidéo. Donc Touché, ils ont une chaîne du réseau câblé qui est accessible en Iran depuis les satellites principaux, ceux que vous utilisez pour récupérer la télé. Et si vous vous abonnez à cette chaîne, vous récupérez des choses et vous pourrez récupérer le signal et télécharger des choses sur une clé USB un peu, comme si vous étiez en train de décompresser un fichier zip ou télécharger des données. Et pour moi, c'est vraiment un hack complètement fou, mais je trouve ça vraiment intelligent. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait vraiment besoin maintenant de penser à incorporer des réseaux locaux et hors ligne finalement actuellement? Et en fait c'est tellement facile d'envoyer des choses sur Internet. Il y a des entreprises comme Google qui ont mis en avant le fait qu'on peut fournir des services où vous êtes tout le temps connecté. Et une fois qu'il y a ça, ils peuvent avoir leur gros serveur avec les moteurs de recherche et tout ça, mais on ne peut pas le faire d'une façon décentralisée. Et ils sont tellement investis dans cet Internet connecté partout, ils font des ballons. Facebook pensait à envoyer des drones pour diffuser Internet, pour que chacun puisse avoir accès à Internet, peu importe où ils sont. Et c'est vraiment une nouvelle ère dans l'histoire des ordinateurs et d'Internet, et ça me rappelle une histoire qui est parfois oubliée. Et donc dans les racines d'Internet,
il y a une bonne partie d'Internet en fait qui a été construit à peu près au moment de la guerre du Vietnam. Et alors qu'on pense que l'Internet c'était un tas de hippies qui avaient accès à Internet, et c'était de l'information accessible gratuitement, et il se passait ça en même temps. Et en fait, pendant ce temps, les gens qui finançaient ça, donc c'était la défense américaine, avaient vraiment une idée différente. Leur idée, c'était on a, on a un réseau qui est résistant aux attaques nucléaires, et donc on a le plus gros système de commande centralisé. Et donc on a un réseau où tout le monde peut s'occuper de tout, et où le président en fait peut choisir qui peut cibler et tuer. Et donc on pourrait avoir des avions qui se déplacent, et le président peut choisir s'il veut appuyer sur la gâchette ou pas. Et donc une des choses qu'ils ont fait donc, dans les années 70, donc le plus grand ordinateur de l'époque, ils avaient fait un réseau donc, au Vietnam et au Cambodge. Et donc à Ho Chi Minh, c'est là qu'il y avait une bonne partie. Et ils voulaient mettre des capteurs partout, des caméras, des micros. Et ils voulaient enregistrer en fait tout ce qui se passe sur cette piste autour d'Ho Chi Minh. Et donc quand on veut faire exploser un camion, le général peut être cette personne qui appuie sur la gâchette. Et donc on a une connaissance parfaite. Et on a investi des quantités énormes d'argent. Il y avait plein de données, il y avait plein de statistiques sur les gens qui ont été tués, sur ce qui a été explosé. Donc là, vous avez une carte de toutes les zones qui ont été ciblées par ce système. Et au bout d'un moment, quelqu'un a récupéré tous ces nombres, tous les camions, tous les avions et toutes les personnes qu'ils ont tuées. Et ils ont réalisé que c'était beaucoup plus gros que tout ce qui était estimé par les départements qui étaient chargés de cette estimation. Et après la guerre, on peut le voir maintenant dans les musées au Vietnam. Les Vietnamiens se sont rendus compte que, oh, ici il y a des micros. Et quand ils entendent un camion, quelqu'un tire dessus. Et ils ont commencé à jouer des sons de camions. Donc il y a eu cette énorme infrastructure d'Internet en plein milieu de la guerre. Et en fait, ils étaient victimes de leur propre bulle d'information. Et donc plus directement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un réseau hors ligne et local? Donc l'Internet est en train de devenir très centralisé de plus en plus. Dans beaucoup de zones du monde, en fait, c'est très fragile. Et en fait, dans n'importe quelle partie du monde, ça peut devenir fragile assez facilement. Par exemple, à Manhattan, le 11 septembre, il n'y avait plus d'Internet, il y avait plus de téléphone, il n'y avait plus de téléphone portable. Il y avait plus d'électricité, en fait. Il y avait des énormes lignes électriques qui étaient dans les rues. Et ça s'est passé en plein milieu du Nord, quoi. Et donc, ça commence à devenir de plus en plus simple aussi de censurer l'Internet dans les zones comme la Syrie, par exemple. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire en sorte que ce ne soit pas neutre, qu'il y ait des services qui soient favorisés par rapport à d'autres. Et évidemment, c'est pas non plus distribué de manière équitable. Donc ici, il y a une carte du monde donc basée sur le pourcentage de personnes qui utilisent Internet. Et on voit que c'est vraiment distribué de manière inégale. Et une des raisons pour ça, c'est parce que dans certaines régions, c'est vraiment très cher. Et
Et ce sont des parties du monde où les gens n'ont pas beaucoup d'argent et ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et donc, le fait de pouvoir se payer Internet, en fait, c'est vraiment bloquant dans certaines zones. Et c'est quelque chose que Facebook a remarqué lors de leur initiative internet.org, où ils voulaient payer les factures Internet pour que les gens du monde entier puissent avoir accès à Facebook. Mais en fait, ce qui les intéressait, c'est pas Internet en entier, mais plutôt Facebook. Et donc, il y a plein de projets sur lesquels on a travaillé. Donc, dans les États-Unis, il y a des grandes zones où les gens n'ont pas de couverture réseau, par exemple les fermes. Donc ici, il y a des gens qui travaillent dans une ferme en Géorgie. On les a aidés à suivre le travail qu'ils faisaient pour qu'ils soient payés correctement. Et ouais, ils n'avaient pas de connexion mobile, ils n'avaient pas accès à Internet. Et ça, donc ça, c'est en Géorgie, donc c'est une partie des États-Unis. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'endroits du monde, donc par exemple la Syrie, où la connexion entre la Syrie et le monde extérieur est assez ténue. Donc, par exemple, Tartus a 3 connexions avec le reste du monde. Et ça a été décidé comme ça explicitement. Donc la Libye, après la chute de Kadhafi, ils ont regardé comment les télécommunications étaient gérées. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un seul bâtiment qui gérait tout. Et que c'était un choix évidemment délibéré. Un autre exemple intéressant, c'est cette manifestation à Hong Kong. Donc c'était sur la Causeway, l'avenue principale. C'était assez inattendu d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur l'autoroute. C'était une manifestation politique, ils voulaient se faire entendre et ils ont mis beaucoup d'efforts dans le fait de communiquer et de savoir ce que faisait la police. Et il y a eu pas mal d'attention qui a été portée. Je me souviens pas du nom. Il y a un service de chat, de communication instantanée qui avait... Ah, vous savez, non? Non, c'était un truc spécifique avec une connexion locale. FireChat, merci, oui. Donc FireChat. Et ça a eu beaucoup de pubs à ce moment-là. Et c'était assez intéressant, cette appli, parce qu'elle fonctionnait comme une appli de chat normale. Mais si on ne pouvait pas se connecter à Internet, ça essayait également via le Bluetooth d'envoyer des messages donc à travers un réseau local en Bluetooth. C'est un bon modèle de dire Internet ou s'il y a pas, et sinon un réseau méché ad hoc s'il n'y a pas d'Internet. Donc ça, il y a beaucoup de bonnes idées et c'est difficile de choisir, mais la question c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire tout ça? C'est en gros la question sur laquelle on travaille dessus et notre travail le plus récent est lié à une compétition Mozilla sur les réseaux hors ligne. Et on a choisi de se concentrer sur l'Amérique latine et d'étendre nos horizons ensuite, je pense. Et on avait commencé, après depuis on a un peu étendu, mais au début on a fait des sondages pour avoir une idée de quels étaient les problèmes, quels étaient les besoins des gens, quelles étaient leurs inquiétudes. Donc voici les réponses des gens de ces pays auxquels on a parlé. Ensuite, on a juste essayé d'avoir des idées générales de quand vous utilisez votre téléphone, quels sont les problèmes que vous avez. Le coût des données était numéro 2, la batterie était numéro 1. Donc on était arrivé avec une perspective. On avait appris beaucoup sur combien ça coûtait.
de les utiliser dans cette partie du monde. Et c'était notre façon de se concentrer sur la question. Mais en fait la question de durée des batteries était en fait le premier problème. So, from this, also we say, how much data do people use? À partir de là, on a aussi eu la question de quelle quantité de données utilisent les gens, 2 gigas ou moins. C'est la moitié des gens ont répondu cette réponse. Donc pas tant que ça. And then, Et how much they pay. en plus, et ensuite, combien ils payent. Most of the people were Donc paying la majorité des gens $100 a month, payent plus de $20 par mois, ce qui is not so much money. en Europe, dans l'Union européenne, n'est pas si important, mais dans beaucoup de pays, beaucoup d'endroits, c'est beaucoup d'argent. C'est une proportion assez importante de leur salaire ou de leur revenu, donc c'est après 10% pour ça, dans certains cas. So, and from this, we Donc, did a lot of interviews. à partir de là, on a fait beaucoup d'interviews. We find that having real stories On a trouvé qu'avoir des vraies histoires nous informait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de questions de vie privée qui émergeaient. Ah, est-ce qu'on peut vous interviewer et répondre votre histoire, de vos besoins auprès du monde? C'était compliqué. Donc ce qu'on s'est fait à partir de ces interviews, on a créé des personnages fictifs these are 3 of them. et donc en voici 3. Et on a essayé Close de les regarder proches de what we were hearing. ce qu'on a entendu. And so these are Et donc these I think there's ceci, donc il y en a 8 ou 10, je crois, en tout. available on Ils sont tous disponibles OK Thanks website. It's linked sur le site de OK Things. the talk page. Donc le lien sont sur la page Talk. Tells a little bit of their story, Ça parle un petit peu donc de leur histoire, de leur téléphone, de leurs revenus, what apps they use, quelles applis ils utilisent and what they do. et qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone. And these were very for us very helpful. Et elles ont été très utiles pour réfléchir à comment prioriser les choses. Battery, we put more effort in. On a mis plus d'efforts, par exemple, dans la durée de vie des batteries, par exemple. Then, based on that, we went back. We've En plus, donc basé là-dessus, on est running piece of this work is in revenu donc sur F-Droid, qui est un des éléments les plus gros sur lesquels on a travaillé. On a commencé à travailler avec en 2012, à ce qu'on appelait à l'époque l'échange d'appli, le App Swap. And, from there, we've tried to think Et à about partir de là, on a essayé de réfléchir. an app store. Ah ouais, donc F-Droid, c'est un magasin d'appli. Hein. Ça permet de déplacer des bouts de données d'un endroit à votre objet, à votre téléphone, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc ça peut être des livres, des films, des applis, peu importe. Donc dans F-Droid, on avait vraiment cette possibilité de se demander quelles sont toutes les manières utiles de déplacer des bouts de données de ici à là. Et comment est-ce qu'on peut toutes les mettre dans une expérience utilisateur où on n'a pas vraiment besoin de se poser la question de comment on prépare les choses, comment on les configure. Ah, Internet ne marche pas, il faut que je configure la connexion Bluetooth d'une manière spéciale pour pouvoir l'utiliser, etc. Or mirroring or blah blah blah. Avec des miroirs ou des choses comme ça. Non, non. And this is really taking shape more and more. Et ça prend vraiment de plus en plus forme. On the left there you have À gauche, là, il y a some of the many ways that de plusieurs façons dont les data données sont transmises dans l'écosystème F-Droid. Donc, bien sûr, il y a tout en haut, il y a fdroid.org. C'est là par défaut. On allume le téléphone quand il y a de la connectivité Internet. On trouve une appli, on l'installe, etc. Tant qu'Internet marche bien, ça la télécharge depuis cette source. In the fdroid.org can declare, well, I'm also available. Dans fdroid.org, on peut aussi déclarer que je suis également disponible là, dans cette autre miroir. Si vous n'arrivez pas à joindre fdroid.org, vous pouvez essayer le dépôt sur cet autre serveur. Donc ça, c'est disponible dans le seul serveur, mais il faut que le client sait également que je ne peux pas me connecter à ce service, par exemple. Donc c'est quoi le suivant dans la liste? Et il essaye le suivant dans la liste. Et il essaye, il continue d'essayer. Et donc si l'utilisateur, si on a son propre serveur et qu'on fait faire son propre miroir, c'est super, allez, n'hésitez pas. Donc n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut rajouter son propre miroir et partager avec n'importe qui. Et cette même logique s'applique ici. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir que la source principale n'a pas fonctionné, il n'y a pas de notification ou rien. Ça continue dans la liste des sources jusqu'à ce qu'on n'ait rien trouvé. Si ça ne trouve rien, là, ça vous notifie. C'est toujours un service centralisé.
F-Droid.org, c'est la communauté centrale de personnes qui participent à ce projet. Tout ce que fait F-Droid, tout ce que fabrique F-Droid est du logiciel libre et open source. Mais nous, on essaie de faire pareil. Donc, on a un dépôt Guardian Project pour F-Droid. Donc, on peut juste s'y abonner. On peut s'envoyer le lien par mail, par exemple, et quand on clique dessus, F-Droid demande voulez-vous ajouter cette source? Et ça aussi, ça a ses propres miroirs. Et on peut en avoir autant qu'on veut. Chacun avec ses propres miroirs, chacun avec ses propres spécificités. Et ensuite, on a la fonction à proximité. Donc chaque téléphone a des radios qui peuvent se parler à proximité. Il y a la Wi-Fi, le Bluetooth, et on peut les configurer pour s'échanger des données. Donc dans F-Droid, on a un onglet à proximité qui vous aide à créer une connexion avec quelqu'un local pour échanger n'importe quelle appli ou même des vidéos qui sont sur votre téléphone. On peut les rendre disponibles. On peut se connecter à quelqu'un d'autre. Ça apparaît dans l'expérience normale du magasin d'appli. On peut cliquer dessus pour l'installer. Et enfin, il y a la question de on doit faire cette procédure, on a besoin d'avoir F-Droid qui parle à F-Droid. Mais si j'ai une appli que je veux envoyer à quelqu'un, je n'ai pas F-Droid, bah, dans ces cas-là, je peux t'envoyer F-Droid. Ça, c'est assez simple à faire. C'est aussi là à gauche. Donc, d'accord, je t'envoie F-Droid d'abord, et après ça, la suite sera beaucoup plus simple. Et ensuite, bien sûr, il faut également que ça marche avec des autres magasins d'appli qui sont sur le téléphone. La majorité du monde Android, les gens ont l'habitude d'avoir Google Play, mais dans beaucoup de parties du monde, d'avoir plusieurs App Store, plusieurs magasins d'appli, c'est classique. En Chine, en Inde, d'autres endroits. Et pour que ce soit tout un écosystème, il faut que tout le monde soit sympa et joue le jeu. Donc si vous récupérez les applis de Play et vous utilisez aussi F-Droid, il faut que F-Droid fera ce qu'il peut pour être sympa, bien fonctionner avec le reste. Et donc si on installe une appli par Google Play, on pourra également la partager avec ses fonctions intégrées à F-Droid. Et récemment, on a vu un bon exemple un peu surprenant. Quelqu'un est venu nous en parler sur notre salon de discussion et ben voilà, j'ai créé un magasin, un store en tout cas, à Cuba. Et parce qu'on a mis l'effort on a fait l'effort pour que les outils fonctionnent et pour que puisse se parler sur un réseau. Tant que ça fonctionne, tant que ça se parle sur un réseau, ça pourra fonctionner, peu importe que ce soit Internet ou non. Cette personne à Cuba a décidé qu'il allait ouvrir un magasin de téléphone mobile et il a pensé qu'une bonne façon de faire la promotion de son magasin, c'était d'avoir un point d'accès Wi-Fi local auquel on pourrait se connecter et on pourrait avoir des applis gratuites. Donc il était au bord de la ville. Donc si vous venez chez moi, il était assez loin donc finalement. Si vous venez ici, vous pouvez vous connecter gratuitement à mon réseau et vous aurez les applis gratuites. Et si vous avez besoin d'un câble ou El Paquete, donc le paquet hebdomadaire, mon magasin est là, vous savez où me trouver. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour moi. Parce que pour la plus grande partie, c'est hors ligne, c'est un accès Wi-Fi avec en gros un disque dur qui est connecté. Et de temps en temps, il synchronise avec Internet. Donc c'est un peu comme une connexion Internet hebdomadaire, si on veut. Et donc en suivant ce fil, il y a aussi les choses comme des petites boîtes avec du Wi-Fi et du stockage. Donc par exemple ici, Library Box. Donc ça prend cette idée de synchronisation occasionnelle. Ça la rend vraiment simple et peu coûteuse. Je veux aussi mettre en évidence qu'on n'est pas les seuls à faire ce travail. Et en fait, ce qu'on espère voir, c'est qu'il y a encore plus de gens qui se penchent là-dessus et le faire d'une façon où on peut collaborer. Donc, Briard a présenté ça. Donc, c'est une idée assez similaire. Ils peuvent utiliser Internet pour synchroniser, mais on peut aussi utiliser des réseaux plus locaux. Il y a aussi
Il y a aussi, on a aussi beaucoup travaillé avec des activistes tibétains qui sont vraiment isolés, ils n'ont pas de réseau. Ils ont mis en place leur propre système et leur propre réseau. Et donc, ils ont offert une couverture de leur réseau. Et même, ce qu'on voit, c'est que même la Silicon Valley, en fait, a une connectivité qui est pas si bonne que ça. Et donc, on peut avoir des données hors ligne sur Google Maps. On peut voir Apple et Google qui poussent aussi maintenant cette idée. Et donc, c'est vraiment devenu mainstream. C'est vraiment devenu banal, presque. Et donc, eux, ils ont des énormes ressources en ingénierie. Mais pour le cas d'Apple, par exemple, ils vont souvent le faire marcher très joliment. Mais par contre, ils vont mettre des restrictions un peu arbitraires comme oh, iTunes, ça marche bien. Par contre, vous ne pouvez pas partager votre musique. Et Google, il va ajouter du tracking, du suivi. Et donc, de la part d'Apple, par exemple, il y a une grande leçon qui est penser au spam et aux abus quand vous concevez quelque chose. Donc, il y avait un service local qui était fait à New York qui s'appelait AirDrop et qui permettait d'envoyer des fichiers et du contenu. Et il y a des gens qui se sont amusés à envoyer des dick pics comme ça à tous les gens qui étaient dans le métro à New York. Donc vous déverrouillez votre téléphone et il vous montre la photo. Donc c'est vraiment pas optimal. Et en plus, il y a deux applications qui s'appellent Share It et Zapier qui font ce partage assez facilement. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et pour moi, on dirait qu'ils ne sont pas vraiment focalisés sur le local. Quand ça a commencé, c'était joli, ça marchait bien. Et c'était des startups. Et maintenant, ils commencent à vous suivre, à vous tracer et à essayer de tirer profit de vos données. Et donc, il faut qu'on le fasse autrement. Si on veut vraiment avoir quelque chose de neutre et local et qui fonctionne hors ligne, ça viendra pas d'Apple et de Google, ça viendra pas, ça viendra pas de start-up. Et donc pour surligner un peu, donc le plus important, ce qu'on veut, c'est que les gens se connectent les uns aux autres, et on veut penser à on veut réfléchir à comment les gens agissent et comment on peut les encourager à agir selon notre business model. Et donc, si on veut, et on veut essayer de le mettre aussi dans la conception des protocoles. Donc, ça, c'est des schémas faits par Paul Baran, qui a été impliqué dans le design d'Internet. Donc, il parlait de réseaux centralisés, décentralisés ou distribués. Et donc, tous ces réseaux supposaient que tous ces points ne se déplacent pas. Mais pourtant, les gens se déplacent. Donc, maintenant qu'on a des téléphones mobiles, il faut considérer que le mouvement, ça a toujours une partie intégrante de ce processus. Et donc, ça veut dire qu'à certains moments, on aura une très bonne connexion Internet, et donc on peut l'utiliser. Et peut-être que ce hub centralisé sera utile. Et à d'autres points, vous aurez pas. On sera peut-être connecté à une library box qui a que certains services spécifiques dont vous avez besoin ou pas d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a toute une plage qui doit être considérée pour que l'utilisateur soit fluide et que ça marche en fait. Et pour résumer un peu, donc on a ces concepts, donc qui sont un peu nos concepts de cœur. Donc il faut que ça puisse être découvert. Donc il faut que si quelqu'un met une Wi-Fi box, il faut que
votre équipement puisse être capable de le récupérer, de le voir. Il y a besoin de quelque chose pour stocker les données, pour avoir un modèle efficace. Par exemple, quand vous avez Internet qu'une fois par semaine, il faut aussi un moyen pour que les gens puissent envoyer leurs données, disséminer leurs données, et pas seulement récupérer. Et une chose qui est importante, qui est un travail récent, qui est le plus générique et le plus partageable, c'est quel est le format de données qui est utilisable pour nous et quel est le service qu'on utilise. Donc ça, c'est notre premier brouillon pour ça. Et donc ça veut dire je suis disponible sur ce réseau, je suis disponible à telle adresse, j'ai du Bluetooth ou pas. Et donc ça c'est la façon de déclarer un service. C'est quelque chose de standardisé de manière à ce que ça puisse se produire de manière automatique. Si on distribue ça à plein d'utilisateurs, ça ne sera pas très utile. Et donc, on a aussi cette bibliothèque logicielle qui est disponible pour Android, qui s'appelle Arianda, et qui donne ces blocs de base pour des applications, donc tout ce qui est la découverte de services, et puis la façon de récupérer, de se connecter, tout ça. Et donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on peut commencer à mettre ça dans notre logiciel. Donc en fait c'est surtout une question de s'y mettre et d'essayer. Et de se dire, bah voilà, si j'ai une connexion réseau, même si c'est un réseau local, bah, ça devrait juste marcher. Mais en fait, c'est quand même assez raisonnable de vérifier que des choses marchent juste par Internet. Et en fait, souvent, ce sont les choses qui vont empêcher les choses de fonctionner en local. Donc on peut essayer par exemple de prendre une library box, de voir si on peut communiquer avec. Est-ce que ça marche si on n'a pas de nom de domaine? Parce que nous on a l'habitude de ccc.de par exemple. Mais si vous avez juste une adresse IP, une suite de nombres, est-ce que votre application va marcher? Parce que le nom de domaine va rendre plus difficile la mise en place de nœuds légers. Et donc dans le flow d'utilisation de l'application, est-ce qu'il y a une façon d'envoyer les données et de les mettre en cache de manière à ne pas faire fuiter d'informations? Et avec pas mal de petits réglages, il y a beaucoup de logiciels qui peuvent marcher dans des réseaux hors ligne ou locaux sans avoir besoin de beaucoup de changements et beaucoup de travail. Et pour résumer, je voulais juste dire que on sait que c'est possible. Maintenant, on veut construire ce réseau d'une façon qui respecte nos valeurs. Et ça veut dire que construire un réseau on veut construire un réseau qui va faire quelque chose, même quand le gros fournisseur ne rend pas les choses faciles. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on construise des choses où on n'a pas besoin de demander la permission en avance pour le faire. Donc il faut par exemple prendre votre borne Wi-Fi, l'allumer et ça devrait marcher. Donc il ne faudrait pas que ce soit essentiel par exemple d'avoir des noms de domaine. Et il faut penser aussi à comment est-ce qu'on peut garder ça abordable au niveau prix. Donc il faut pas faut que ce soit accessible, il ne faut pas qu'il y ait de choses, de restrictions arbitraires comme iTunes par exemple. Et donc oui, le côté abordable en prix, on pourrait croire que ouais non ici c'est pas très important, mais le système en fait il est fait de plein de petites pièces qui sont chacune abordables.
Et c'est ça qui permet de faire toute cette complexité. And Et donc pour finir, je vais juste vous laisser quelque chose qui nous inspire. Ce sont ces moineaux in England, that every night en Angleterre qui se rassemblent toutes les nuits et volent dans ces espèces d'essaims auto-organisés. Many different Et individuals vous avez plein following d'individus. Certains prennent la direction, d'autres non, d'autres se laissent guider. Et c'est vraiment impressionnant. Et si on peut faire des réseaux avec cette fluidité, ça serait vraiment génial. Merci. Thank you, Hans-Christoph, for your talk. And we have still some time for questions. On a du temps pour les questions. To leave, then do so quietly. And we have 2 microphones, one over there and one in the Si middle. vous nous quittez, merci de le faire discrètement. Il y a 2 micros, Just line up donc and faites la queue. I will call you to ask your questions. Et on vous appelle donc pour poser votre question. Don't forget to be quiet while walking out. N'oubliez pas d'être silencieux en partant. Maybe a little show of hands if somebody wants to ask a question but cannot reach it. Because Peut-être lever la main si vous voulez poser une question, mais que vous ne pouvez pas accéder à un micro parce que les gens sont en train de partir. Approchez-vous du micro 2, qui est juste là. And go ahead. Yeah, so you talked about the Barcelona case. Donc vous avez parlé du cas de Barcelone, où il y a un réseau maillé, And you told, et vous avez dit que providers will que come probablement les fournisseurs de télécom viendront là-bas et prendre la part de gâteau avec leur propre business model. I think if the Mais infrastructure's already comment est-ce que c'est possible? Parce que vu que l'infrastructure est déjà là, en fait, ça serait plus simple de la garder que pour les fournisseurs où ils devraient construire leur propre infrastructure. Vous parlez du cas du Nicaragua? Oh, the Barcelona case. Non, le cas de Barcelone. Ah, en ok, Catalogne. Barcelone. Alors, le problème, c'est que si vous avez une entreprise et que vous avez une bonne concurrence et qu'ils peuvent faire des réseaux moins chers et les maintenir de manière neutre, etc., c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais je crois que la motivation en Catalogne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en termes de la concurrence. Au Nicaragua, il y a de la concurrence. Il y a une concurrence mexicaine et une nicaraguayenne. Donc ces entreprises ne répondent pas vraiment à ce que veulent les gens et rajoutent des restrictions arbitraires. Est-ce que ça répond à votre question? Well, I was kind of wondering why Ouais, it's competitive. Je me demandais pourquoi c'est pas compétitif en fait The Oh. independently built infrastructure. d'avoir une infrastructure indépendante. Et je crois que dans le cas du Nicaragua, les télécoms ont beaucoup d'argent et ils ne veulent vraiment pas d'avoir créé un précédent, d'être une concurrence efficace. Donc, ils sont vus, ils ont des abonnés, donc on va les écraser. Ils sont des monopoles, c'est des énormes monopoles. Des monopoles, pardon. Ça fait partie de ça. Donc je crois qu'en fait la question du coût n'est pas vraiment importante. Ils veulent juste pas qu'il y ait des gens qui commencent à avoir l'idée qu'on peut créer de la concurrence. Okay, microphone number 1. So you currently focus on Donc mobile technology. vous vous focalisez sur les technologies mobiles. Est-ce que vous considérez que les desktops ou enfin les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables sont non pertinents, ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérerez peut-être plus tard? Alors ça fait complètement partie de ce qu'on aimerait faire, mais on considère, nous le Guardian Project, notre travail de développement est sur tout ce qui est mobile, mais on adorerait voir des choses faites sur le non mobile, donc sur les ordinateurs de bureau. Merci pour cette présentation. J'ai en fait 2 questions. La première, c'est de ce que j'ai compris, le Bluetooth, c'est la façon de faire pour ces réseaux décentralisés. En tout cas, c'est ce que les gens font en ce moment. Qu'est-ce que c'est le plus grand, ce qui a été fait de plus gros en ce moment que les gens ont accompli par rapport à des réseaux décentralisés basés sur le Bluetooth? Et la deuxième question, c'est vous avez parlé de beaucoup de problèmes techniques. Est-ce que
comment est-ce que le routage fonctionne avec ce Bluetooth maintenant? Est-ce que vous avez du routage basé par encapsulation, ou est-ce que chacun connaît les adresses de tout le monde? Alors, laisse-moi réfléchir. On va commencer par la question la plus simple. C'est pas juste du Bluetooth, c'est le Bluetooth. On peut faire du Wi-Fi si on a un point d'accès, sans Internet, ça marche. Il y a du Wi-Fi direct aussi, qui peut marcher bien parfois, mais pas toujours. Il faut vraiment tous les prendre en compte si possible, et pas seulement ça. Bluetooth c'est souvent le plus simple, mais c'est très lent. Alors que Wi-Fi est plus dur à établir, mais ça va plus vite. Et ensuite, donc le plus large, le Usenet, c'est le plus large, c'est des téraoctets de données. Quand j'ai parlé des forums qui étaient copiés à gauche à droite, ça c'est généralement copié via Internet. C'est le plus gros auquel je peux penser. Et la deuxième question, c'était le routage. So that's, I think for a lot of, so they really would, this wouldn't really be on the kind of transport layer. Ça ne serait pas vraiment à la couche du transport dans laquelle on pense généralement quand on pense au routage. L'idée est plus de faire du routage. Si on veut faire du routage ad hoc, alors on va faire un réseau méché. Donc ça, c'est parce que c'est vraiment dédié à tout ce qui est réseau ad hoc. FireChat, ils font du routage ad hoc, je crois, à très petite échelle en Bluetooth. Et je crois qu'une partie de ça est disponible librement ou gratuitement, si je ne me souviens bien. Mais vraiment l'idée, et c'est par exemple dans le cas d'Android, c'est peut-être plus simple, c'est que il y a un concept d'un dépôt qui est une collection d'applis, etc., de fichiers. Et il a un identifiant unique qui est la clé de signature. Ça veut dire que quand le client rencontre des fichiers, il peut facilement identifier d'où ça vient. Ah, ça vient de F-Droid.org parce que ça correspond à la clé de signature. Et il peut décider que tant qu'il arrive à joindre ces fichiers-là, à les consulter, et dans ces cas-là, il peut échanger les fichiers parce qu'il n'y a pas vraiment de routage à ce niveau-là. C'est sur un réseau méché et qu'il reçoit une adresse IP sur ce réseau méché, mais qu'il a les mêmes fichiers et qu'il a les mêmes index pour le nœud, ce sera les mêmes fichiers, il pourra le vérifier. Donc un truc qu'on doit vérifier, c'est quels sont les bouts, les bits qu'on veut déplacer et comment on peut le faire de manière réutilisable. C'est très simple de se connecter à Internet et dire ouais, utilise ce domaine et il considère qu'il va toujours être là. Et je crois que pour ça, F-Droid est un premier exemple et Briar est aussi un bon exemple, et d'intégrer Internet et Bluetooth et un réseau Wi-Fi local pour faire de la messagerie. Okay, just to check, is there a question from the internet? Vérifier s'il y a une question d'Internet. Non. Non, c'était pas le cas. Micro numéro 2. Une des choses dont je me suis rendu compte, c'est quand vous parliez d'applications et de F-Droid, et quand on se connecte à des nœuds locaux. Qu'est-ce qu'il en est de IPFS, DAT et d'autres réseaux distribués? Donc, vous avez parlé d'intégrer d'autres initiatives comme Matrix. Alors, IPFS, pour les gens qui ne savent pas, c'est le système de fichiers interplanétaire. C'est un système de fichiers qui est accessible partout dans le monde. Je crois que le projet IPFS est un exemple excellent de ce genre de choses. Et on adorerait s'intégrer avec eux. C'est juste qu'il y a seulement un nombre d'heures limitées par journée. C'est vraiment ça le problème. Pour l'instant, nous, on est concentré sur... c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Si quelqu'un connaît bien IPFS, c'est vraiment... Si quelqu'un se connaît bien, et j'aimerais beaucoup travailler avec eux pour le faire, pour intégrer ça. Mais moi, je me concentre sur les choses les plus faciles à faire. Donc c'est les questions de mirroring, de faire des miroirs facilement, les librairies box pour faire du partage local, de Bluetooth, des choses comme ça. C'est ça mes compétences, les compétences et la capacité des gens qui ont fait ce travail-là. C'est aussi pour ça que c'est ça que j'essaie de convier ici, de partager avec vous ici, c'est que c'est un effort qui doit être distribué. Et il y a beaucoup de façons qu'on peut faire les choses. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une façon de tout relier, tout faire marcher ces choses en même temps.
messages can et go faire en sorte que les messages puissent aller d'un réseau méché Bluetooth via BPFS sur l'Internet centralisé et reviennent, et que tout ça, ça fonctionne sans que les gens aient besoin d'y penser. Okay, unfortunately, Alors, our time is now up. malheureusement, on n'a plus de temps. Christoph here at the Congress, if you have more questions. Vous pouvez le trouver pendant le congrès pour si vous avez d'autres questions. Yeah, let's give a warm hand of applause for Des applaudissements donc pour le présentateur. Et quant à nous,